Bonjour, merci, cher maître, honorable assistance. J'ai le plaisir aujourd'hui de présenter ce thème à propos des tachycardies à QRS large et l'apport de nouveaux algorithmes pour guider leur prise en charge. Comme vous savez, les tachycardies à QRS large est une situation assez fréquente aux urgences. Elle correspond à une fréquence cardiaque supérieure à 100 battements par minute avec un QRS supérieur ou égal à 120 millisecondes. L'enjeu principal devant cette situation est de différencier une tachycardie ventriculaire d'une tachycardie supraventriculaire. Il faut savoir avant tout que 80% des tachycardies à QRS large est une tachycardie ventriculaire et que seulement 20% correspond à une tachycardie supraventriculaire associée soit à une aberration de conduction fonctionnelle ou fixe ou à un faisceau accessoire préexistant. Il faut savoir aussi que lorsqu'on a une cardiopathie structurelle, le risque d'avoir une tachycardie ventriculaire devant une tachycardie à QRS large augmente pour atteindre 95%. Et avant tout, il faut traiter le CG et non pas, il faut traiter le patient et non pas le CG. Donc, il faut, devant toute tachycardie à QRS large, chercher les signes de maltolérance. Si en présence de ces signes, il faut procéder à une cardioversion électrique en urgence et puis après, on pourra réinterpréter le CG à froid pour poser le diagnostic adéquat. Est-ce que la symptomatologie clinique du patient peut nous orienter vers la nature de la tachycardie à QRS large? Cette étude avait montré que 50% des patients qui se présentent pour une tachycardie ventriculaire ont une présentation clinique plutôt stable. Pourquoi? Parce que les symptômes cliniques dépendent avant tout à la fréquence cardiaque, à la présence ou non d'une cardiopathie structurelle et du degré de dysfonction ventriculaire gauche. Donc, c'est pourquoi le diagnostic de tachycardie ventriculaire ou de tachycardie supraventriculaire ne doit jamais être influencé par la présentation hémodynamique ou clinique du patient. On passe directement aux algorithmes électrocardiographiques. Comme vous savez, l'algorithme de Brugada et l'algorithme de Vericke sont les algorithmes les plus utilisés en pratique et les plus populaires. L'algorithme de Brugada comporte 4 étapes. La première correspond à l'absence d'aspect RS au niveau des dérivations précordiales. Si présence de ce critère, cela est en faveur d'une tachycardie ventriculaire avec une spécificité de presque 100%. Si présence d'aspect RS, il faut calculer la durée entre le débit de l'onde R et le nadir de l'onde S. Si cette durée est supérieure à 100 millisecondes, cela est en faveur d'une tachycardie ventriculaire. Sinon, il faut chercher une dissociation auriculo-ventriculaire. La présence de ce critère majeur de tachycardie ventriculaire ou un de ses équivalents, comme le complexe de capture ou de fusion, suggère une tachycardie ventriculaire avec une spécificité aux alentours de 98%. Malheureusement, ce critère a une faible sensibilité puisque la majorité du temps, on a des difficultés à individualiser les ondes de P qui sont souvent cachées à l'intérieur du QRS qui est large ou à l'intérieur des ondes de T. Pour cela, on pourra utiliser les dérivations de Lewis qui peuvent augmenter la sensibilité en mettant l'électrode du poignet droit au niveau du 10e espace intercostal droit et l'électrode du poignet gauche au niveau du 4e espace intercostal gauche. Et on pourra alors analyser les ondes de P au niveau de la dérivation D1. Si on a plus de QRS que des ondes de P, cela oriente vers une tachycardie ventriculaire. Si on a plus de P que du QRS, cela oriente vers une tachycardie supraventriculaire. Si on a autant de QRS que de ondes de P, cela peut orienter soit à une tachycardie ventriculaire ou une tachycardie supraventriculaire, puisque 50% des tachycardies ventriculaires peuvent avoir une conduction rétrograde ventriculo-auriculaire fixe. En absence de dissociation auriculo-ventriculaire, il faut chercher les critères morphologiques au niveau des dérivations V1, V2 et V6 en fonction du type de retard. Plusieurs aspects ont été décrits, mais il faut garder à l'esprit qu'en l'absence de troubles de conduction typiques pour un bloc de branche, cela suggère une tachycardie ventriculaire, sinon c'est plutôt en faveur d'une tachycardie supraventriculaire. L'algorithme de Vericke, c'est un algorithme qui a été proposé en 2007. Il a montré une spécificité plus importante que l'algorithme de Brugada.
Elle comporte lui aussi 4 étapes. La première correspond à la présence de dissociation auriculo-ventriculaire. La deuxième, c'est la présence d'une onde R initiale au niveau de la dérivation AVR. La deuxième, c'est la présence du signe morphologique évocateur de tachycardie ventriculaire au niveau des dérivations précordiales gauche ou précordiale droite. Et le quatrième critère, c'est l'indice de Verrier, qui consiste à calculer la vitesse de dipolarisation initiale et terminale au cours des 40 premières et dernières millisecondes. Si la vitesse initiale est supérieure à celle terminale, cela évoque une tachycardie supraventriculaire, sinon c'est une tachycardie ventriculaire. Le troisième critère qu'on va détailler, c'est un algorithme qui a été proposé récemment, en 2019, et qui s'appelle l'algorithme de dérivation périphérique ou l'M-Blade algorithme. C'est un algorithme, comme son nom indique, repose sur l'analyse exclusive des dérivations périphériques. Le diagnostic des tachycardies ventriculaires est posé en présence de un de ces 3 critères. Le premier, c'est la présence de l'onde R monophasique en AVR. Le deuxième, c'est la présence d'un QRS à prédominance négative au niveau des dérivations D1, D2 et D3. Et le troisième, c'est la présence d'une opposition de polarité d'un complexe QRS monophasique au niveau des dérivations inférieures, D2, D3 et AVF, avec les dérivations, les 2 parmi les 3 dérivations périphériques restantes. Si aucun de ces critères n'est pas présent, cela est évocateur d'une tachycardie supraventriculaire. La sensibilité de ce critère, de cet algorithme, est presque la même que celle de Brugada et de Verrier, ainsi que celle de Pava. Elle avait montré une spécificité pourtant plus importante, aux alentours de 91%. Le quatrième algorithme, c'est un algorithme qui comporte 3 critères. Le premier, c'est la présence d'une cardiopathie structurelle. Le deuxième consiste à calculer la durée entre le début de QRS et le pic, soit positif, le premier pic, soit positif, soit négatif de QRS au niveau des dérivations D2 et AVR. Si cette durée est supérieure à 40 millisecondes, cela est évocateur d'une tachycardie ventriculaire. Si on a 2 parmi 3 critères, cela peut évoquer une tachycardie ventriculaire avec une spécificité de 89% et une sensibilité de 90%. Le dernier algorithme qu'on va exposer, c'est un algorithme qui a été proposé en 2016 et qui s'appelle le score des tachycardies ventriculaires. Il s'agit d'une nouvelle approche diagnostique des tachycardies ventriculaires qui repose sur un système de score, ce qui permet aux praticiens de savoir dans quel cas et dans quelle mesure il pourra faire confiance à son diagnostic de tachycardie ventriculaire. On attribue à chaque des 7 critères un algorithme, un point, sauf pour le dernier critère, qui est la dissociation auriculo-ventriculaire, pour lequel on attribue 2 points. Les critères sont l'onde R initiale en V1. Le deuxième critère, c'est une onde R initiale supérieure à 40 millisecondes en V1 et V2. Le troisième, c'est le crochetage de l'onde S en V1. Le quatrième, c'est le temps de pointe de R supérieur ou égal à 50 millisecondes en D2. Le cinquième, c'est l'onde R initiale en AVR. Et le sixième, c'est l'absence d'onde RS, d'aspect RS, au niveau des dérivations précordiales. La présence, si cet algorithme, si ce score est supérieur ou égal à 3, cela est évocateur d'une tachycardie ventriculaire avec une spécificité de 100%. Si elle est nulle, cela suggère une tachycardie supraventriculaire, mais si il est entre 1 et 2, le diagnostic de tachycardie ventriculaire reste probable. Malheureusement, la majorité des critères, surtout morphologiques, ont beaucoup de limites. Il faut savoir que l'absence de cardiopathie structurelle, la présence d'une préexcitation ventriculaire et chez les patients porteurs qui sont sous traitement antiarythmique, surtout de classe 1A, 1C et de classe 3, la majorité des critères morphologiques ne sont pas applicables. En plus, il faut savoir que les études indépendantes, malheureusement, n'ont pas pu reproduire la même spécificité, sensibilité et valeur diagnostique de la majorité des algorithmes. Comme vous voyez là, dans cette étude qui a comparé 5 algorithmes,
Par exemple, l'algorithme de Brigada avait montré une faible spécificité aux alentours de 59% par rapport à une spécificité rapportée par les auteurs originaux aux alentours de 84%. Cela peut être dû soit à la difficulté, à la variabilité des calculs et au nombre important des étapes. Et à la fin, il faut savoir qu'en situation d'urgence, si on ne peut pas établir un diagnostic certain, il faut traiter toute tachycardie à QRS large comme tachycardie ventriculaire. Et à la fin, l'exploration électrophysiologique reste la référence pour un diagnostic certain si on a des doutes à l'ECG. Merci.